recommandations des Assises nationales de la refondation, les membres du comité indépendant de suivi et évaluation reçus ce matin par le président de la transition. Ils ont aussi rencontré les membres du gouvernement. Ils sollicitent l'accompagnement des autorités pour la réussite de leur mission. Des acteurs et partenaires de la santé en conclave à Bamako, ils analysent le niveau d'exécution des recommandations issues des États généraux de la santé. Organisées en 2015, ces assises ont décliné plusieurs défis à relever. Levée du mot d'ordre de grève des transporteurs routiers, la mesure est boycottée par certains acteurs qui troublent la circulation. Le gouvernement réunit toutes les fêtières sur la question. Nous entendrons le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Voilà pour les titres, mesdames, messieurs. Bonsoir. Le président de la transition a reçu ce matin les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Ils sont venus solliciter son soutien pour mener à bien leur mission. Colonel Assimi Goïta a souhaité que le travail du comité soit accessible aux populations. Écoutons plutôt son coordinateur général, Maître Amadou Tchaoulé Diarra, au micro de Mamari Kone. Nous sommes installés depuis le mois de juillet et nous avons produit un rapport d'étape et dont le contenu renfermait des questionnements. La présidence l'a reçu et nous avons sollicité que son Excellence le Président de la Transition nous reçoive. C'était effectivement pour dire que la phase de la conceptualisation est terminée. C'est des outils gouvernementaux que nous avons reçus et au niveau du CNCR, nous les avons travaillés et nous avons aussi intériorisé ces outils-là et nous-mêmes, nous avons en fait produit des outils de contrôle aussi. Et donc cette phase de conceptualisation étant terminée, nous n'avons pas voulu rencontrer le gouvernement, c'est-à-dire le comité d'orientation qui est présidé par le Premier ministre, sans effectivement rencontrer le président de la transition pour dire que la phase d'opérationnalisation va commencer. Et pour ce faire, nous avons besoin de son accompagnement et si des suggestions qu'il a à faire par rapport à notre rapport d'étape. Et c'est cette rencontre qui a eu lieu ce matin. L'appréciation, c'est que par rapport au retard d'étape, le président de la transition a souhaité que le CNCR, qui est un instrument qui a été, si vous voulez, suggéré pendant les assises nationales de la refondation, il a souhaité que nous soyons plus près du peuple, non seulement en termes d'activité, mais deuxièmement aussi, il faudrait que le peuple malien sache ce que c'est que le CNCR, que tout ne soit pas français, que en fait nos activités puissent être prises des populations dans toutes les langues nationales du Mali. Et qu'on sache aussi que nous existons aussi bien pour les villes que les campagnes. Et là, nous l'avons bien noté et je pense que nous allons bientôt réorienter notre travail pour qu'on sache que nous sommes là en tant qu'auditeurs citoyens. Nous sommes, si vous voulez, des surveillants de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales, parce qu'il faudrait que ces recommandations servent à quelque chose. Sinon, les Maliens ne comprendraient pas pourquoi, en fait, ils se sont réunis du 2 au 31 décembre 2021. Juste après la présidence, les membres du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation étaient à la rencontre des membres du gouvernement. Ils ont notamment présenté des outils dont ils disposent pour faire leur travail. Le Premier ministre apprécie l'approche et rassure de la disponibilité des départements ministériels pour faciliter le processus. Fousseini Tunkara. Le gouvernement, à l'écoute du comité indépendant de suivi et évaluation de la mise en œuvre des recommandations des Assises nationales de la refondation. Un exercice voulu par le comité pour partager les outils qu'il dispose pour faire son travail de suivi et évaluation. Nous entamons la phase de l'opérationnalisation, c'est-à-dire que le CNCR va devoir entrer en activité. Et pour ce faire, nous avons en fait choisi comme porte d'entrée, bien naturellement, la porte de M. le Premier ministre, en montrant les outils que nous allons utiliser, en les comparant avec les outils du gouvernement. Et ce n'est qu'après maintenant cette phase de collecte que nous allons analyser
ces résultats et nous allons pouvoir mettre à la disposition du président de la transition et du peuple malien, évidemment, quelque chose qui va en fait leur servir d'apprécier si le gouvernement a bougé ou n'a pas bougé. Le premier responsable du Conseil d'orientation de la refondation de l'État, Dr Choguel Kokela Maïga et son gouvernement, ont été édifiés à travers une brève présentation. Une présentation qui a porté sur les grandes lignes préconisées par les comités en charge d'évaluer les recommandations des ANR. Nous avons écouté, nous avons compris et il s'agit d'aller un peu plus en profondeur avec l'ensemble des départements et des structures de l'État pour justement leur donner les réponses par rapport aux points d'évaluation qui vont être présentés. Donc c'est ce travail de prise de contact qui a été fait aujourd'hui. Plus particulièrement, le chef du gouvernement a salué cette dynamique. Il a rassuré le président du comité indépendant et toute son équipe de la disponibilité des départements ministériels, tout en les adressant ses vœux de nouvel an qui profilent à l'horizon. Les transporteurs routiers ont levé leur mot d'ordre de grève hier. Certains acteurs ne respectent pas la mesure et troublent la circulation. Face à la situation, le gouvernement a tenu une réunion avec les fêtières, d'abord pour rappeler les nouvelles mesures convenues et ensuite faire valoir le point de vue de l'État. Écoutons le ministre de la Sécurité et de la Protection civile au micro de Alouzeni Touré. Comme vous l'avez constaté, depuis quelques jours, nous sommes vraiment en contact avec le syndicat des transports, notamment le SYNACOR. C'est suite à un préavis de grève qu'ils ont eu à déposer le 30 novembre. Et ce préavis de grève portait sur deux doléances majeures, à savoir les horaires de circulation des gros porteurs à Bamako. Et le deuxième point, la deuxième doléance, c'était les tracasseries sur les axes routiers. Et donc après examen de ces différents points avec nos différentes structures et le département en charge des transports, nous sommes convenus de certaines dispositions que nous avions eu à prendre. D'abord par rapport au premier point qui concerne les horaires de circulation des gros porteurs. Initialement, du lundi au vendredi dans la semaine, du lundi au vendredi, les gros porteurs étaient autorisés à circuler de 10h à 13h. Donc nous avions décidé de ramener ça de 10h à 14h, donc 1 heure de plus. Les samedis, dimanches et les jours fériés, donc c'était initialement de 10h à 15h. Donc nous avions ramené ça de 8h à 15h, donc 2 heures de plus. On avait également les nuits, la circulation à l'intérieur de Bamako, les grandes agglomérations. Donc c'était initialement de 0h à 5h. Là également, on a ramené ça de 23h à 5h du matin, donc 1 heure de plus. Donc ça, c'était par rapport aux horaires. Donc nous avions eu à prendre ces dispositions qui donnent quand même des heures supplémentaires au temps de traversée. Et par rapport au deuxième point qui consiste à la tracasserie, les tracasseries sur les axes routiers et notamment au niveau des postes de contrôle, là aussi des dispositions drastiques ont été prises. Nous sommes bien d'accord qu'il y a contrôle, il y a bel et bien contrôle au niveau des postes. Les contrôles portent sur, bien sûr, les véhicules, leur contenu et les documents de voyage. Ça, c'est tout à fait normal. Aujourd'hui, nous traversons des moments d'insécurité partout, pas qu'au Mali seulement, c'est de façon générale. Il y a l'insécurité, le grand banditisme et surtout le terrorisme, le trafic de tout genre. Et il est donc tout à fait normal que nous procédions au contrôle des véhicules, les documents et surtout le contenu. Les instructions fermes ont été données pour que ces tracasseries s'arrêtent. On a dit aussi que de 23h à 5h du matin, les véhicules, une fois que les véhicules passent les postes de contrôle aux différentes entrées de Bamako, ne sont plus arrêtés à l'intérieur de Bamako jusqu'à leur destination. C'est aussi une avancée très majeure. Suite, bien sûr, à ces dispositions, à ces mesures qu'on a eu à prendre, le SYNACOR nous a compris et ils ont quand même pris une décision hier pour faire un communiqué et lever leur mot d'ordre de grève. Parce qu'ils ont vu que les points sur lesquels nous avions échangé, il y a eu des points de satisfaction. Mais malgré tout ça, nous constatons que certaines personnes continuent toujours de bloquer nos grands axes routiers. Les postes de contrôle aux rentrées de Bamako et les postes de contrôle au niveau de certaines régions. Cela ne peut pas continuer. Nul ne doit entraver la libre circulation des personnes et de leurs biens. Nul, je dis bien nul, ne doit entraver. Les voies appartiennent à tout le monde.
personne n'a un droit particulier sur une voie routière plus que d'autres. Donc, je tiens à dire ici et à tous qu'à partir de cet instant, prendre des mesures dans ce sens, mais j'en appelle déjà à l'esprit de retenue, de bonne compréhension de ces gens qui continuent de bloquer le trafic. Mais qu'à cela ne tienne, qu'ils comprennent que force reste à la loi. Et l'État doit s'assumer si cela continue et nous allons nous assumer. Le niveau d'exécution des recommandations issues des États généraux de la santé est en analyse à Bamako. Organisés en 2015, les États généraux de la santé ont décliné plusieurs défis à relever. Un suivi s'impose pour évaluer les résultats et faire de nouvelles projections. La rencontre mobilise des acteurs de la santé et leurs partenaires. Salimata Dao. 7 ans après la tenue du colloque national des États généraux de la santé, le Mali fait le point de la mise en œuvre des recommandations issues de la rencontre. L'accès équitable aux soins de santé de qualité pour tous et la promotion du droit des usagers. C'est autour de ce thème que les acteurs de santé et leurs partenaires ont débattu. Ils se retrouvent en cette fin d'année 2022 pour évaluer les résultats et faire de nouvelles projections. Cette cérémonie témoigne de l'engagement de votre pays d'offrir à la population malienne des soins de qualité et une couverture sanitaire universelle pour tous. Cela passe nécessairement par une plus grande implication des usagers du système de santé dans la prise en charge de leurs problèmes de santé. Dans un an, le Mali devra élaborer un nouveau plan de développement socio-sanitaire pour 10 ans et le suivi des États généraux de la santé pourra être mis à profit pour la rédaction du document. Ce contexte nous commande d'être davantage rigoureux dans le suivi des actions afin d'identifier les goulots et proposer des solutions. L'occasion est donc opportune pour examiner ensemble le niveau d'exécution des recommandations faites en 2015, tant par le Forum citoyen que par le colloque national afin de mieux guider le prochain cycle de planification. Durant 4 jours, les participants vont évaluer le niveau de mise en œuvre des recommandations concernant l'offre de la santé, la qualité de la santé ainsi que le financement du secteur de la santé. Point Covid du jour, ce 27 décembre, les services de santé n'ont enregistré aucun cas positif sur 200 tests réalisés. On note également 0 guéris et pas de décès. À ce jour, 2 patients sont placés sous traitement. Les activités de la semaine de loisirs de l'enfance de Bamako ont pris fin et ce lundi à la Cité des enfants. Au cours de cette semaine, les enfants de Bamako et environ ont eu droit à des jeux et des ateliers de formation. Tous les enfants bénéficiaires de cette semaine ont reçu également des kits scolaires et des attestations de participation. Koumba Sissé. Après 4 jours d'intenses activités, la semaine de loisirs de Bamako vient de prendre fin sur une note jugée bonne par les organisateurs. Les activités ont porté sur l'épanouissement, la promotion des droits des enfants et la formation sur le recyclage des objets usés. Au classement général, l'Union nationale des aveugles du Mali a occupé le premier rang. Elle est suivie par les enfants du centre d'écoute communautaire de Sabalibougou et le service social des armées. Les gagnants ainsi que les autres participants à la semaine ont tous reçu des kits scolaires et des attestations. Quant aux enfants vivant avec un handicap, ils n'ont pas caché leur satisfaction. Je suis très contente parce que j'ai participé à l'atelier de recyclage. J'ai appris à fabriquer des objets avec les bouteilles de boissons et les bouteilles d'eau. C'est grâce à l'accompagnement technique et financier de l'UNICEF que la Céléba a vu le jour. À l'atelier de recyclage, vos aînés vous ont montré comment vous pouvez recycler de vieux objets avec des pneus usagés, des bouteilles d'eau et des sacs de riz vides. Vous avez pu faire des nouveaux outils qui vous seront utiles. Ces activités ont contribué non seulement à l'occupation saine du temps libre des enfants, mais aussi à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble entre les participants et les participantes. C'est donc l'occasion pour moi de réitérer mes sincères remerciements à l'endroit de tous et de tous pour la confiance, l'appui et l'accompagnement dont ils ont fait montre dans la réalisation de cette activité.
Pour mieux organiser la prochaine édition, des recommandations ont été formulées par les membres du jury, parmi lesquelles la formation des formateurs. Il a été également demandé aux enfants de partager leurs expériences à ceux qui n'ont pas eu la chance de participer à cette semaine de loisirs. La deuxième édition du Salon des métiers de la communication événementielle se tiendra en novembre 2023. La première édition de Event Expo vient de fermer ses portes. Elle a enregistré 8000 visiteurs, 60 exposants et 9 panels autour de la thématique, le digital au cœur de l'événement. Mohamed Kayentao et Toumani Diabaté. La première édition de Events Expo a enregistré 8000 visiteurs, 60 exposants et 9 panels sur des thématiques comme le digital au cœur de l'événementiel. Une quarantaine d'attestations de reconnaissance ont été décernées à des structures, partenaires et sponsors dans leur thème. Selon les organisateurs, l'initiative de l'agence de communication L-Events a comblé toutes les attentes, car les 3 jours ont permis de parler des difficultés relatives à la communication événementielle et de proposer des solutions pérennes. Nous, on peut dire que ça a été une réussite. Grâce à ces salons, on peut dire que Imprime Service a eu beaucoup de connaissances, a eu beaucoup de rencontres auprès d'autres fournisseurs, auprès d'autres prestataires qui nous permettent d'aller de l'avant. Une recommandation, c'est de faire beaucoup de com autour, parce que c'est notre métier même, la communication. Ils ont fait un peu de com, mais je n'ai pas vu assez de participants. J'aimerais qu'ils mettent le paquet pour la prochaine édition, qu'on a beaucoup de participants et beaucoup de visiteurs, pour qu'on puisse nous vendre nous-mêmes. Events Expo, c'est aussi l'engagement de la jeunesse et de la gente féminine dans l'autonomisation, gage d'un plein épanouissement. Notre objectif est de mettre l'autonomisation de la femme au devant. Aujourd'hui, qui est un combat réussi au Mali, je peux dire, parce que nous, la nouvelle génération, on arrive à s'imposer, il faut le reconnaître, par notre efficacité et par notre savoir-faire. Dans les jours à venir, nous mettrons en place une cartographie des acteurs du secteur de la communication événementielle. Nous favoriserons la création de produits, de matériel événementiel ici au Mali pour créer encore plus d'emplois et de valeur ajoutée. Les organisateurs ont enfin remercié les autorités pour leur disponibilité avant de les inviter à un accompagnement constant envers les professionnels de la communication événementielle. L'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali prépare activement son 9e congrès. L'URTEL organise une série de rencontres dans ce sens. Après Ségou, plusieurs régions se sont retrouvées à Bamako. Les participants travaillent à la relecture des textes de l'URTEL. Ils réfléchissent aussi sur les projets de textes régissant la presse malienne et la proposition de la presse sur l'avant-projet de constitution. Abdul Karim Kaba. Faire l'état des lieux de l'Union des radiodiffusions télévisions libres du Mali URTEL face au contexte actuel du pays, faire des propositions afin d'avoir une presse performante, cohérente et responsable, tel est le but de cette session d'information et de sensibilisation. Face à la mondialisation et à l'ère du numérique, l'URTEL doit faire face à l'évolution. Il est important qu'ensemble, nous nous mettons au travail pour sauver notre secteur, le secteur de l'audiovisuel en général et le secteur de la radio en particulier. Dans le cadre des découpages administratifs et des refondations, il est obligatoire de réformer la fêtière, l'URTEL. Nous n'avons pas le choix. Aujourd'hui, nous sommes obligés de réformer l'URTEL en profondeur ou nous allons disparaître. L'étape de Bamako est la seconde d'une série de sessions initiées par l'URTEL pour dire que l'heure est à l'union. L'heure n'est pas à la division. L'heure n'est pas au moi ou rien. L'heure est au rassemblement pour trouver les bonnes solutions nous permettant d'assurer un avenir meilleur aux radios. Le président de l'URTEL, Bandjougou Dante, a réaffirmé devant l'ensemble des membres de l'Union des radiodiffusions et télévisions libres du Mali sa non-candidature au prochain congrès de l'URTEL. Gestion de la diversité et de la différence, thème d'un salon que le Mali s'apprête à abriter, une initiative de la communauté des Tamashek noirs. Les activités sont lancées au cours d'un atelier autour des sujets relatifs à la paix et au vivre ensemble. Boubacar Kanouté.
L'inclusivité au cœur des initiatives portées par l'association Kol Tamashek pour poser les jalons d'une paix durable, gage d'un développement durable. Cette communauté pacifique ne veut plus rester en marge de la construction nationale, aujourd'hui prônée par les autorités de la transition. Elle l'a fait savoir au cours de ce lancement des activités du Salon mondial IDID. Donc nous sommes une composante d'environ 3 500 000 âmes. Donc nous pensons que nous avons notre place au Mali. Nous avons le droit de nous exprimer et d'apporter notre contribution pour la paix, la réconciliation et le développement au Mali. L'unité a existé depuis des années, mais c'est maintenant que le processus de refondation, de rechangement et de redressement de toutes les situations est en train de se faire. Qu'une telle communauté, prendre comme symbole l'eau et la vie, c'est quand même renvoyer à cette détermination de cette communauté de se tenir debout, de sortir de la marginalité et d'être dans une perspective de cohésion sociale avec toutes les communautés du Mali. La diversité est l'une des forces de notre pays et chacun s'y met pour la consolider, un pan légué par nos aïeux. Cette initiative arrive à point nommé. C'est dans la diversité que nous allons incarner ce pays, cette nation arc-en-ciel que nous voulons bâtir. Le Mali Koura doit être un Mali de plusieurs cultures, un Mali divers, un véritable havre de paix, avec vraiment une image arc-en-ciel. Certains savoir-faire de la communauté ont été montrés au public, dont le football tamashek, une discipline qui ressemble au baseball, dans laquelle le joueur peut marquer contre son camp et celui de son adversaire, signe de l'union et de l'entente. 4e Assemblée générale du Conseil national de la société civile. Les participants adoptent le procès verbal de la 3e Assemblée tenue en décembre 2016. Le rapport d'activité et financier de la présente mandature est aussi examiné. Le point avec Mamadou Fane. Le Conseil national de la société civile, dans son rôle de suivi, de contrôle et d'orientation des politiques publiques, a parcouru un long chemin depuis sa mise en place il y a 20 ans. 20 ans qui ont permis à la fêtière des organisations de la société civile de recenser les défis, de définir les nouvelles orientations et perspectives pour apporter sa touche dans l'édification nationale. C'est fort de ce parcours que se tient cette Assemblée générale quinquennale 2017-2022 de l'organisation. Nous sommes les sentinelles des gardiens de l'intégrité territoriale de notre pays. Et nous devrons assurer cette mission de contrôle citoyen de l'action publique. Le Conseil national de la société civile n'a jamais été absent dans tous les grands événements de notre pays. Son objectivité est le leitmotiv qui le guide. Cette assemblée est donc l'occasion pour le Conseil national de la société civile de présenter le bilan moral du président et la synthèse des rapports d'activité et financiers des 5 dernières années. Nous notons avec satisfaction tous les efforts consentis par les organisations de la société civile pour une plus grande visibilité de leur action sur le terrain et surtout pour une plus grande efficacité dans leur participation à la conception et à la mise en œuvre de politiques, programmes et projets de développement dans la vie de la nation. Toutefois, nous restons convaincus que les avancées constatées restent encore largement en deçà des immenses possibilités de la société civile, et ce malgré toute l'attention dont elle fait l'objet de la part de hautes autorités du pays. Cette Assemblée générale quinquennale regroupe des délégués venus de toutes les régions du Mali. À l'issue des travaux de 2 jours, un nouveau bureau sera élu pour un mandat de 5 ans. 10e session de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali. Les acteurs du secteur minier sont engagés à faire du Mali le pionnier de l'activité minière en Afrique à travers des actions et réformes courageuses. Jules Sambou Sissoko. La session de l'Assemblée consulaire de la Chambre des mines du Mali est essentiellement budgétaire, dont le montant est décliné au terme des travaux. Notre place de 3e pays producteur d'or en Afrique n'est nullement usurpée. Elle est amplement méritée et elle doit être jalousement gardée et même dépassée dès lors que ce sont les Maliens qui travaillent l'or du Mali. La production d'or ne doit pas seulement profiter à l'État, mais aussi aux Maliens, dont les populations riveraines des mines, avec un accent particulier sur la préservation de l'environnement. L'année 2023 s'annonce comme une année pleine de perspectives pour la Chambre des mines du Mali. Elle sera en effet l'année de la mise en œuvre du contenu de la feuille de route
Ce document, qui est devenu notre bréviaire, touche à tous les aspects de l'organisation, de l'encadrement, de l'équipement et du développement du sous-secteur de l'orpaillage du Mali. L'ordre ici de l'orpaillage est celui qui profite au grand nombre de Maliens et de Maliennes. Aussi, nous travaillons à augmenter la production et la productivité de l'orpaillage. Le département des mines, de l'énergie et de l'eau a réitéré la volonté des autorités de la transition à écouter et accompagner le secteur minier du Mali pour que l'or brille pour les Maliens. De réussir ensemble la refondation tant nécessaire de notre nation. Son Excellence Assimi Goïta, le président de la transition, a été très clair à nous instruire que tout ce que nous faisons doit aller dans le sens de l'amélioration du bien-être des Maliens. Tout ce que nous faisons dans le secteur des mines participe de cela également. Les acteurs du secteur minier vont également passer en revue les activités menées en 2021 et dégager les grandes perspectives pour l'année 2022. Management des agences de voyage et du tourisme au centre d'une rencontre d'échange. Elle est initiée par le ministère en charge de la question. Le but est de renforcer les capacités opérationnelles des agences de voyage du pays. Alpha Maïga. Le besoin de professionnalisation du tourisme est primordial pour l'essor du secteur. Dans ces locaux, ils sont réunis autour de la question. Pourquoi ce renforcement de capacité des agences de voyage? Le tourisme réceptif a fermé ses portes à la suite des événements du Covid-19. La billetterie, de façon momentanée, a offert porte close à la clientèle. Management des agents de voyage et du tourisme, c'est le thème choisi pour renforcer les capacités des différents acteurs concernés. Manager une entreprise, surtout une agence de voyage, requiert non seulement des compétences multiples, mais exige d'autre part de donner une entière satisfaction à la clientèle et de savoir gérer son personnel afin que celui-ci soit en mesure de prendre en compte les attentes très variées, souvent très définies et à l'avance par la clientèle et qui pourrait être très exigeante pour la suite. Pour cela, il est important de mener un effort permanent de recyclage et de renforcement des capacités du capital humain à travers des formations continues qui constituent des avantages compétitifs pour faire face à la rude concurrence sous-régionale, voire internationale. Le tourisme est l'un des secteurs économiques les plus importants. Selon les statistiques, il emploie une personne sur 10 et assure des moyens de subsistance à des centaines d'autres. Atelier d'échange sur l'avant-projet de la Constitution, c'est à l'intention d'une trentaine d'organisations et associations de la société civile. La rencontre est sanctionnée par des recommandations lues ici par Bintou Founé-Boiré, présidente du groupe de plaidoyer lobbying pour la justice et la paix. Elle est au micro de Boubacar Bablé-Touré. En ce qui concerne le titre 1 des droits et des devoirs, dans le chapitre 1 des droits et libertés et à l'article 2, il a été retenu que la personne humaine est sacrée et inviolable. Tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, mais au respect de sa dignité que nous avons voulu ajouter et à l'intégrité de sa personne. Nous avons formulé un alinéa, c'est que l'État a l'obligation d'assurer le respect, la promotion et la protection des droits de la personne humaine. Du chapitre 2 des devoirs, nous avons souhaité qu'un article soit ajouté en ces termes. Tout individu, témoin ou victime d'un acte de corruption, de trafic d'influence, d'enrichissement illicite, de favoritisme ou de tout autre acte assimilé, a le devoir de dénonciation dans les conditions définies par la loi et les règlements. En ce qui concerne le titre 3 du pouvoir exécutif, chapitre 1 du président de la République, nous avons introduit l'article 72, c'est que le mode alternatif de destitution du président de la République par des pétitions. C'est un mode que nous voulons qui puisse être introduit. En ce qui concerne le titre 4 du pouvoir législatif, chapitre 1 des dispositions générales, nous avons formulé l'article 91 en ce sens, que les membres du Haut Conseil de la Nation portent le titre de conseiller de la Nation et accorder un quota
aux organisations de la société civile, c'est-à-dire les organisations de défense des droits humains, aux personnes vivant avec handicap et aux personnes en situation de vulnérabilité. À Taoudeni, fin du deuxième congrès de la coordination des fractions dans le cercle de Bouj-Beya, une rencontre qui a regroupé l'ensemble des communautés qui ont échangé sur des questions liées à la sécurité, au développement, à la paix et à la cohésion sociale. Chirfi Moulay Aïdara, notre correspondant dans la région. Pour ce deuxième congrès de la coordination des fractions Oulad Boursib, il s'agit pour les initiateurs d'échanger sans langue de bois autour des enjeux de développement de leur localité. Ces fractions rattachées à la commune de Irglakhal dans le cercle de Bouj-Beya souffrent d'enclavement, mais aussi surtout de l'opérationnalisation de ces différents secteurs. Nous sommes là aujourd'hui pour la paix, la réconciliation et le développement durable au niveau de la commune de Irglakhal. On a pu rencontrer tous les chefs de fractions et je vous exhorte à plus d'engagement pour gagner les paris de la paix. Cette rencontre, qui a regroupé toutes les sensibilités de la région, est d'une importance capitale. Nous, membres de l'équipe régionale de la réconciliation, avons constaté un début de cohésion entre les populations et cela démontre l'opérationnalisation de la région de Taoudeni. Cette rencontre a été un cadre pour recenser des préoccupations des populations et des solutions ont été proposées, solutions issues de communautés elles-mêmes. Nous vous remercions d'avoir répondu à notre appel dans notre commune. Nous demandons aussi votre appui et accompagnement pour nous conseiller et guider dans nos initiatives de paix et de cohésion pour accompagner le président de la transition, son Excellence le colonel Hassimi Goïta, pour la réussite de la transition. Et cette rencontre pour permettre à tout un chacun de donner son apport pour une paix durable et en même temps demander la bénédiction des plus hautes autorités de la transition. Désormais, ces communautés vont veiller à la mise en œuvre correcte des recommandations de ce deuxième congrès, notamment la démobilisation des civils porteurs d'armes afin de les inciter à œuvrer pour la paix et la stabilité dans le cercle de Bouj-Beya. Après le Sénégal et la Mauritanie, la caravane des jeunes de la Grande Muraille Verte est arrivée au Mali. Elle a été accueillie samedi à Gogi, village frontalier avec la Mauritanie dans la région de Nioro. Après 2 jours d'activité, la caravane se dirige vers Bamako. Moussa Diakité depuis Nioro du Sahel. Après les étapes du Sénégal et de la Mauritanie, les jeunes caravaniers de la Grande Muraille Verte ont fait leur entrée le samedi 24 décembre dernier au Mali par le village de Gogi. Ils ont été aussitôt accueillis par les autorités régionales de Nioro. Après 65 km de parcours, les jeunes gens brandissant des drapeaux et banderoles sont arrivés dans la ville de Nioro où un accueil chaleureux leur a été réservé de l'entrée jusqu'au site d'hébergement. La centaine de participants et leurs encadreurs, originaires de 11 pays d'Afrique, ont mis à profit le week-end pour s'entretenir avec leurs camarades de Nioro sur la gestion de l'environnement et autres défis des terroirs, ainsi que sur les causes et solutions des flux migratoires des jeunes. Ils se sont ensuite rendus en visite dans les périmètres reboisés et maraîchers de 5 hectares de la commune rurale de Diara pour planter des arbres et pour remettre des matériels et intrants de maraîchage aux autorités communales. L'objectif, c'est l'implication des jeunes dans la mise en œuvre de la Grande Muraille Verte, puisque les jeunes constituent quand même un maillon très très important dans les actions de lutte contre les changements climatiques, la dégradation de la biodiversité et l'avancée de la désertification. C'est un honneur pour nous de recevoir les représentants de ces 10 pays et avec les représentants de notre pays, ça fait 11 au total, et surtout l'initiative qui a été prise par nos plus hautes autorités et de faire en sorte que la jeunesse soit porteuse de vraiment cet événement. Je pense qu'à l'avenir, d'année en année, on sera en présence de quelque chose de positif pour les États du Sahel. Le lundi 26 décembre, tôt le matin, la caravane a pris la route pour Bamako. Les acteurs de l'ONG Tostan et ses partenaires poursuivent leur campagne de sensibilisation en faveur de la lutte contre l'excision et le mariage des enfants. Après les régions de Koulikoro et Dioïla, ils étaient à Baraweli, dans la région de Ségou. Là-bas, une centaine de communautés déclarent l'abandon
de ces pratiques. Sokona Misoko. Nous, représentants des 103 communautés, de 15 communes, prenons l'engagement solennel, en toute connaissance de cause, d'abandonner la pratique de l'excision et le mariage d'enfants et autres formes de violence basées sur les genres. Un vendredi pas comme les autres à Barawili. Les 103 communautés se disent non à l'excision et au mariage d'enfants. Une déclaration publique faite dans ce sens est le résultat d'une large sensibilisation menée par l'ONG Tostan et ses partenaires auprès des communautés. Pour arriver à cette cérémonie d'abandon, des actions importantes ont été engagées, parmi lesquelles 39 000 personnes touchées à travers les apprentissages du programme de renforcement des capacités dans 30 centres, des sensibilisations de proximité de masse, des émissions radiophoniques. Le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA, à travers le programme conjoint pour l'accélération de l'abandon des MDR, accompagne le gouvernement du Mali depuis des années pour l'abandon de ces pratiques néfastes. Malgré les efforts menés par le gouvernement en matière de lutte contre les pratiques néfastes à la santé de la femme et de l'enfant, le tableau reste sombre. Dans l'ensemble, 73% des filles de 0 à 14 ans ont déjà été excisées. Environ 9 femmes de 15 à 49 ans sur 10, soit 89%, ont été déclarées avoir été excisées. Le préfet du cercle de Barawili, Traoré Korotoumou Sanogo, s'engage à veiller à l'exécution des engagements pris par des communautés. C'est là à travers le comité local d'orientation et de suivi des violences basées sur le genre. L'opération Ensemble pour l'assainissement de Bamako est lancée. Elle concerne toutes les communes de la capitale malienne. L'activité entre dans le cadre de l'opération spéciale d'assainissement initiée par le président de la transition, Agibou Koulibaly. Ensemble pour une cité propre, c'est la mission assignée par les autorités du district de Bamako pour que la ville retrouve son lustre d'antan. Le colonel Assimi Goïta, président de la transition, a eu un regard particulier à travers l'assainissement de la ville en demandant au ministre de l'administration territoriale, notre ministre, le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Maïga, qui maintenant, chaque mercredi, fait le point d'avancement des travaux d'assainissement de la ville de Bamako. Les 6 maires et le maire de Bamako se sont réunis pour voir comment commencer à accompagner cette initiative des autorités de la transition afin que Bamako puisse se sentir mieux. Nous saluons cette initiative et nous l'accompagnons aussi. Témoignage de notre présence ici. Cette opération Ensemble pour l'assainissement de Bamako est la suite logique de l'opération spéciale d'assainissement de la ville de Bamako et de Kati, initiée par les autorités de la transition. L'assainissement, c'est un domaine transversal. C'est un domaine, c'est-à-dire qui n'appartient pas à quelqu'un. Nous, l'État seul ne peut pas. La collectivité seule ne peut pas. Donc, il faut une synergie d'action entre tout le monde. Donc, c'est le lieu de saluer cette synergie qui n'est pas née aujourd'hui, mais qui a été ressuscitée, je dirais. Parce qu'il y a eu des actions citoyennes dans le temps, mais qui n'ont pas pu être pérennisées. Pour la bonne marche de cette action citoyenne, la mairie du district de Bamako est appuyée par la cellule technique d'appui aux collectivités territoriales et le collectif des GIE d'assainissement du Mali. A rappelé que cette opération Ensemble pour l'assainissement de Bamako se poursuivra jeudi prochain dans les communes 1, 4 et 6 du district de Bamako. Le monument de la paix fait peau neuve. Les travaux de rénovation et d'assainissement sur le site ont pris fin après 7 jours. C'est une action citoyenne, nous dit Alpha Maïga. Les monuments à travers la capitale Bamako, c'est l'affaire de tout le peuple malien. Les protéger physiquement, autrement dit, s'investir pour leur assainissement, c'est bien à cet exercice que ces jeunes sont dévolus. Ils répondent au nom de l'entreprise Oumar Mohamed Sogouri. Ici, plus de 200 jeunes mobilisés pendant 3 jours pour donner une autre image au monument de la paix. Cette action citoyenne s'inscrit dans le cadre des Mali nouveaux et cela en prélude à la nouvelle année 2023. Nous voulons montrer l'exemple à notre génération, plus d'action, moins de paroles. Seul le travail
va faire bouger les choses. Donc on est là dans ce sens. Nous souhaitons vraiment la paix, la cohésion et tout le bonheur pour tous les Maliens partout dans le monde. Le monument de la paix, appelé Konoba, est situé à l'entrée rive gauche du pont Fad, à proximité du mémorial Modibo Keïta, près de la cité administrative. Il est constitué de 2 colonnes terminées par des mains géantes tenant le globe terrestre sur lequel pose une colombe blanche aux ailes déployées. En quelques jours, ces jeunes, au nom de la paix, ont donné au monument de la paix ses couleurs d'antan. L'entreprise ONS, initiatrice de cette action citoyenne, a vu juste. Fin de la première édition des journées culturelles, artistiques et sportives du Gouantchédougou à Tousséguéla. L'événement a mobilisé 54 villages autour du développement de ce terroir. Cyclisme et autres activités récréatives ont été des moments forts de ce rendez-vous culturel, artistique et sportif. Envoyés spéciaux Tiemoko Konaté, Yakuba Kone et Moussa Kamara. Gouantchédougou, Gouan, c'est du feu. C'est ici où on avait l'habitude vraiment de transformer du fer. Ainsi se résume Gouantchédougou, une contrée abritant plus de 60 villages répartis entre 5 communes. C'est Gouantchédougou qui a vibré au rythme de l'ambiance au cours de cette première édition de ces journées culturelles, artistiques et sportives. Un événement grandiose à l'initiative de l'Association pour le développement de la commune rurale de Tousséguéla. Le président de l'association, le professeur d'enseignement supérieur à la retraite, Ngolo Konaté, de brosser l'historique et surtout les valeurs qui caractérisent la localité. Gouantchédougou, surtout reconnu pour ses valeurs sociétales, valeurs de solidarité, valeurs de tolérance, surtout tolérance religieuse, surtout le respect de l'autre. Un moment de retrouvailles dans la convivialité qui a comblé les attentes, poursuit le professeur Konaté, faisant un aperçu des avancées enregistrées dans la localité. On retient notamment la réalisation des forages, la rénovation de certains axes routiers, l'électrification solaire de certains villages et l'amélioration de la couverture téléphonique. Cependant, des efforts restent à consentir au regard de l'immensité des défis. Gouantchédougou a surtout besoin de voies de circulation. Si aujourd'hui on a une route bitumée de Kolondiaba jusqu'à Tienkongo, jusque derrière ça, tout de suite ça nous ouvre vraiment l'autre frontière avec la Côte d'Ivoire. Je peux affirmer que les journées culturelles, artistiques et sportives du Gouantchédougou ont atteint les objectifs fixés par les organisateurs de la présente édition. C'était un coup d'essai, ce fut un coup de maître. Autre fait marquant ces journées, une course de vélo. Ils sont environ une centaine de jeunes à y prendre part sur une distance de plus de 100 km. À l'arrivée, Hussein Sangaré d'Enchina s'est classé premier, raflant une moto et une somme de 10 000 francs CFA. Il est suivi de Youssouf Kone de Zangola et de Seydou Kone de Kelekele. Outre les prix ordinaires, les 10 premiers empochent chacun une somme de 100 000 francs CFA. Dernière étape de l'événement, la visite de quelques lieux touristiques, comme pour faire découvrir les potentialités dont dispose Gouantchédougou. Maître Jean-Claude Sidibé, candidat à la présidence de la Fédération malienne de basketball. Face à la presse, il décline les raisons de sa candidature, ses projets pour le basket malien et invite la famille du basket à l'union sacrée pour redorer l'image de la discipline. Siragatou Sissé. Candidat à la présidence de la Fédération malienne de basketball, Maître Jean-Claude Sidibé est un terrain connu. Acteur dans le milieu du basket depuis des décennies, Maître Jean-Claude décline les raisons de son choix à se présenter à l'élection du 30 décembre 2022. Donc je suis candidat parce que je suis un amoureux du basket. Tout le monde a vu que depuis que j'ai quitté mes fonctions ministérielles, j'ai suivi toutes les équipes nationales partout. Jusqu'à l'Australie. Pas pris en charge par l'État. J'y allais souvent avec des amis, avec ma famille, à mes frères, parce que je suis un amoureux du basket. Le candidat Sidibé aura comme colistier Djibrila Alhaj Sissé. Avec sa casquette d'ancien président de la Fédération malienne de basketball, Maître Jean-Claude Sidibé fixe les grands axes de développement pour le basket en cas de victoire. J'ai fait un programme en 5 axes. C'est le programme de fonctionnement de l'administration du bureau fédéral lui-même, des ligues et des districts. L'administration sera plus performante en la dotant de ressources humaines compétentes. Je m'investirai à ce que les ligues aient un siège fonctionnel, un secrétariat salarié, un local équipé par l'État ou en location,
et avec une connexion Internet. Selon le directeur de campagne de Maître Jean-Claude Sidibé, le candidat a rencontré les 9 ligues régionales et recensé les problèmes de l'heure. Un mot de littérature pour boucler cette édition, retrouvée dans vos kiosques aussi nouvelle parution, toutes des recueils de poèmes et du même auteur, Aruna Bari. Il s'agit de Je suis Mali, les larmes de mon cœur. Mort, où est donc ta victoire? Diatribe et impossible, confession, merci à Tété, un ange est mort. Des œuvres poétiques à lire absolument et à retrouver désormais dans vos kiosques. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Très bon moment de télévision à notre compagnie. Bonsoir.